Bien, bonjour à tous. Déjà, je voudrais en premier remercier la Société odontologique de Paris de m'avoir permis de participer à cette séance pluridisciplinaire extrêmement intéressante et enrichissante en beaucoup de points. Il y a des conférences qui me donnent envie de refaire de la prothèse et de la chirurgie. On va quitter un petit peu le monde chirurgical. Moi, je vais vous parler d'endodontie et plus particulièrement d'obturation. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux ciments biocéramiques pour l'obturation endodontique. Comment on passe les diapos? Bon, dans un premier temps, effectivement, je déclare que je n'ai pas de déclaration de conflit d'intérêt avec cette présentation. Il y a un produit que je vous présenterai un petit peu plus en détail parce que c'est celui que moi j'utilise au quotidien et que donc je vais vous parler de ce que je connais et de ce que je fais tous les jours. Donc, on va parler de biocéramique, effectivement, mais on va surtout parler d'évolution de l'obturation canalaire. Et en fait, plus qu'un simple matériau, c'est réellement un changement de concept qui est possible grâce à ces nouveaux ciments biocéramiques. Alors, pour voir le changement de concept, il faut savoir sur quel concept on est actuellement en obturation canalaire, on va dire conventionnelle. Actuellement, on associe un matériau d'obturation qui est là en fait pour remplir le volume de l'endodonte, pour occuper l'espace, donc principalement la gutta perca. Et comme ce matériau d'obturation n'est pas adhésif à la dentine, il ne colle pas en fait à la dentine, alors il n'est pas adhérent, eh bien il faudra utiliser un ciment de scellement pour justement faire le lien entre les deux. Pour ça, pour ce faire, on a différentes techniques, des techniques à froid, des techniques à chaud, et puis des techniques mixtes qui de toute façon ont toutes le même objectif, c'est de remplir l'endodonte avec le matériau d'obturation qui est la gutta perca. Ce concept, les concepts qui sont quand même éprouvés depuis un moment maintenant, ils présentent quand même certaines limites, dont la principale est le joint de ciment qui en fait est la zone de faiblesse de notre obturation. Ce qui se passe, c'est que, étant donné que le ciment est la faiblesse de l'obturation, en fait, plus il y en a, plus on a potentiellement un risque d'échec qui est important. Et donc, c'est pour ça qu'il est recommandé actuellement, dans les techniques conventionnelles d'obturation, d'avoir le film de ciment le plus mince possible afin de garantir la meilleure étanchéité. Et pour ça, eh bien, il faut compacter le matériau d'obturation, c'est-à-dire l'amener finalement au plus près des parois dentinaires pour qu'on ait le moins de ciment possible autour de notre obturation. Pourquoi ces ciments sont la faiblesse dans notre obturation? Premièrement, tous les ciments conventionnels ont une rétraction de prise, donc qui peuvent aboutir, vous voyez, à des espaces, que ce soit entre le ciment et la dentine ou entre le ciment et la gutta perca, comme on le voit sur cette coupe de microscopie à balayage. Et puis, tous les ciments sont également sujets à l'hydrolyse. Et en fait, le contact avec le milieu humide va amener à une détérioration du joint de ciment. Alors, le milieu humide, on l'a d'une part au niveau périapical, puisque au niveau de la limite d'obturation, eh bien, on est en contact avec les fluides biologiques de l'organisme. Et puis, effectivement, si on a une perte d'étanchéité coronaire, on sera également en contact avec l'humidité du milieu buccal. Avec le temps, cette hydrolyse va laisser la place à des vides. Et comme la nature a horreur du vide, eh bien, ils vont se combler. C'est les bactéries qui vont le coloniser. Et principalement, si on a encore plus, je veux dire, si on a des défauts d'étanchéité coronaire. Alors là, vous allez voir une étude assez intéressante qui compare la répartition entre la gutta et le ciment de scellement dans les 3 techniques d'obturation qui sont les plus utilisées dans le monde. Vous voyez qu'avec l'obturation monocone, donc en fait ils ont fait les obturations, après sur des dents extraites, ils ont coupé les dents et puis ils ont regardé avec un grossissement ce que ça donnait. En noir, vous avez le ciment et en orange, vous avez la gutta perca. Vous voyez qu'au niveau du tiers apical, on a un film de ciment effectivement qui est là, mais qui est quand même d'une épaisseur assez raisonnable. Donc quand on voit ça, on se dit bon, finalement c'est pas si pire. Et au niveau du tiers médian, vous imaginez que tout ce qui est en noir étant du ciment est amené à s'hydrolyser. Eh bien, c'est de la place qui va être laissée vide pour la recolonisation bactérienne, et ça c'est absolument pas acceptable dans un souci de conservation de l'étanchéité.
La latérale à froid qui permet un remplissage beaucoup plus intime de l'espace canalaire par la gutta-perca, aussi bien au niveau apical qu'au niveau du tiers médian. Donc la latérale à froid, c'est une technique, si elle est bien maîtrisée, qui est une bonne technique d'obturation. Et puis après, vous avez la condensation verticale à chaud, qui, là, vous voyez, donne les meilleurs résultats au niveau répartition gutta-ciment, aussi bien au niveau du tiers apical qu'au niveau du tiers médian. Et quand on voit ça, on comprend aisément pourquoi les techniques de gutta chaude restent les techniques de référence dans le concept d'obturation classique. Alors, ces techniques de gutta chaude, elles ont effectivement forcément quelques inconvénients. Le premier, c'est d'être chronophage pour certaines d'entre elles. Je pense notamment à la condensation verticale à chaud, qui prend du temps pour être bien réalisée. Ça peut être assez compliqué à mettre en œuvre dans certains cas, et puis du coup, une courbe d'apprentissage qui est relativement longue. Ça nécessite l'acquisition d'un matériel spécifique, quelle que soit la technique de gutta chaude utilisée. Il y aura des cas, par exemple les courbures extrêmes ou des canaux qui sont extrêmement longs et fins, où on ne pourra pas réaliser certaines techniques de gutta chaude. Par exemple, dans un cas comme ça, avec une double courbure radiculaire, vous comprenez bien qu'il est physiquement impossible d'amener un fouloir d'endodontie au plus près de la longueur de travail, et que donc la condensation verticale à chaud ne pourra pas être réalisée dans ce cas-là. Et si on veut obturer en gutta chaude, à ce moment-là, il faudra se tourner vers une technique de gutta sur tuteur. Et puis enfin, il y a quelque chose qui est forcément un petit peu dérangeant, notamment dans les concepts de dentisterie minimale invasive qu'on prône aujourd'hui, c'est que souvent, encore une fois pour la technique de condensation verticale à chaud notamment, on sera obligé d'adapter la préparation à la technique d'obturation, puisque je vous rappelle qu'il faut amener ce fouloir d'endodontique à au moins 4 ou 5 mm de la limite apicale, et donc parfois on sera obligé d'ouvrir un petit peu plus le canal pour pouvoir rentrer le fouloir et descendre à cette limite-là. Alors, si on avait un matériau qui était étanche, qui était adhésif, adhésif à la dentine de façon intrinsèque, qui était stable dans le temps et qui n'était pas sujet ni à l'hydrolyse ni à la rétraction de prise, et qui serait suffisamment fluide pour être mis en place dans l'endodonte, eh bien on serait quand même assez proche du cahier des charges d'un matériau d'obturation idéal. Et c'est là que les biocéramiques deviennent extrêmement intéressantes. On va revenir rapidement sur ce qu'est une biocéramique. Alors une biocéramique, c'est du coup un matériau de la famille des céramiques, dont vous avez là la définition officielle par l'Association internationale de tests des matériaux. On le connaît, les céramiques, on en utilise tous les jours dans notre pratique de la chirurgie dentaire, et puis ça existe évidemment aussi dans d'autres domaines de la vie de tous les jours. Et les céramiques dont on parle aujourd'hui, elles sont dites biocéramiques, parce que elles vont avoir une biocompatibilité, c'est-à-dire qu'en fait, elles n'induisent pas d'effets néfastes sur les tissus vivants au contact desquels elles sont positionnées, voire une réelle bioactivité, où là, on va avoir des effets positifs sur les tissus organiques. Alors, les biocéramiques en endodontie, c'est pas quelque chose de nouveau, ça fait longtemps que ça existe, puisqu'il y a plus de 20 ans, dans les années 93-95, le MTA, Mineral Trioxide Aggregates, est la première biocéramique qui est apparue pour l'usage endodontique. Plus tard sont venus des silicates tricalciques de synthèse, donc notamment, là je pense à la biodontine qui est, je pense, assez répandue en France, avec de toute façon des propriétés similaires extrêmement intéressantes pour les applications endodontiques pour lesquelles elles sont indiquées. Et puis, il y a quelques années, à peu près 5 ans, les industriels ont décidé de profiter de ces propriétés intéressantes et d'adapter la rhéologie des matériaux afin de pouvoir les utiliser pour l'obturation canalaire. Donc, aujourd'hui, les ciments biocéramiques, c'est un marché qui est florissant, donc vous avez de plus en plus de références qui sont disponibles sur le marché. Comme pour les biocéramiques dont on avait l'habitude d'utiliser, vous avez des ciments qui sont à base de ciment de Portland, donc c'est en fait des ciments qui sont à base de MTA. Alors il n'y en a pas beaucoup sur le marché, la majorité c'est quand même des biocéramiques qui sont à base de silicate tricalcique de synthèse, dont je pense les deux plus connus qu'on a en France, le Total Fill qui est commercialisé par FKG et le Bioroute RCS commercialisé par la société Septodon.
De toute façon, a priori, c'est surtout une question de conditionnement et finalement les propriétés de ces ciments sont équivalentes, peu importe la marque. Moi, j'ai pas de préférence de marque. Quels sont les avantages de ces ciments biocéramiques? Le premier, c'est que comme on l'a vu déjà précédemment, ils ont un effet antibactérien parce qu'ils relarguent au long cours de l'hydroxyde de calcium, qui a donc des propriétés antibactériennes, qu'on a de véritables liaisons covalentes entre la dentine et le matériau, qu'on n'avait pas avec les ciments conventionnels. Avant, c'était juste des liaisons faibles et puis un scellement par micro-rétention. Là, on a réellement des liaisons covalentes, donc une interface extrêmement intime entre la dentine et le matériau. Et en plus de ça, pas sans rappeler les concepts de couche hybride pour l'adhésion des composites, on a une véritable zone d'infiltration minérale dans laquelle vous avez des tags minéraux qui s'infiltrent dans les tubuli dentinaires pour renforcer encore plus ce joint entre la dentine et le matériau. Contrairement au ciment d'obturation classique, on a une bonification du joint dans le temps. Je vous rappelle, sur les premières diapos, on a vu que le joint, avec tous les ciments classiques, se dégradait dans le temps par l'hydrolyse. Et bien là, on a une bonification du joint qui va s'étendre. Plus le temps passe, plus le joint va s'étendre dans la périphérie dentinaire par des échanges ioniques qui s'opèrent entre la dentine et le matériau. Et puis, on a également des matériaux qui sont assez alcalins et qui le restent pendant très longtemps. Ça participe d'une part à l'effet antibactérien. Et puis, on a un effet tampon qui peut être intéressant pour contrebalancer l'acidité des milieux inflammatoires et infectés aussi. Là, je pense que s'il y a une chose à retenir de cette conférence, je pense que c'est maintenant. Alors, les biocéramiques ne sont pas des ciments de scellement. Les ciments biocéramiques, ne sont pas là juste pour coller de la gutta à la dentine. Les ciments biocéramiques sont de véritables matériaux d'obturation à part entière. Et c'est pour ça que tout ça, c'est radicalement différent et qu'on peut se permettre de simplifier les procédures parce qu'on a un changement de concept radicalement différent. Finalement, on n'a plus besoin de matériaux de scellement, puisque le matériau de remplissage que sont les biocéramiques est directement adhérent à la dentine. Donc moi, je vais vous parler un petit peu du Bioroot RCS, parce que j'ai pas de lien avec la société Septodon, c'est juste celui que moi j'utilise au quotidien depuis maintenant un petit peu plus de 3 ans. Donc je vous parle de ce que je connais. Il a un équivalent, notamment chez la société FKG qui commercialise le TotalFill. On va passer assez rapidement, mais les grosses différences, c'est que le TotalFill, il est prémixé. Donc peut-être par rapport au Bioroot qui est en mélange poudre liquide, donc peut-être une facilité d'utilisation un petit peu plus en faveur du TotalFill. Il a, je trouve, un petit inconvénient, c'est qu'on est obligé du coup d'utiliser avec le TotalFill des cônes spécifiques qui sont adaptés à ce ciment, puisqu'ils sont enduits d'un revêtement qui permet au ciment d'adhérer à la gutta, alors que dans le Bioroot, ils ont rajouté une molécule qui permet d'utiliser avec n'importe quel cône de gutta. Mais au niveau du concept et des propriétés, finalement, c'est un peu à vous de choisir. Le concept est le même. Alors, dans un coffret de Bioroot, il y a 15 grammes de poudre et 35 dosettes de liquide. Ça vous fait une cuillère de poudre avec une dosette par utilisation, donc ça vous fait à peu près 35 utilisations. Et là, j'insiste un petit peu, attention, il est important de respecter les doses, puisque le matériau prend ses propriétés biologiques et mécaniques quand on respecte les doses qui sont prescrites par le fabricant. Et donc les doses sont d'une cuillère pour 5 gouttes. Tous ceux qui ont utilisé le Bioroot se sont déjà rendus compte qu'une cuillère 5 gouttes, ça fait beaucoup trop de matériau pour obturer une seule dent. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut garder ce rapport poudre-liquide tout en diminuant le dosage? Eh bien la réponse est oui. Il y a plusieurs techniques. Moi, il y en a une que j'utilise personnellement. Je vais vous la donner. On sait qu'une cuillère de Bioroot, c'est 0,5 ml de poudre. Ça, c'est marqué dessus. Donc, une cuillère 5 gouttes. Donc, une goutte, 0,1 ml de poudre. La technique que je vous propose, c'est de vous procurer une cuillère qui fait 0,1 ml. Et là, je vous donne l'adresse d'un site, alors qui n'est pas du tout un site de fourniture dentaire, hein, c'est un site d'aquariophilie. C'est des cuillères pour nourrir les crevettes. Ça coûte pas cher, ça coûte je crois 30 centimes la cuillère.
Et puis si vous achetez en groupe, vous pouvez avoir des prix encore plus intéressants. Et puis de considérer donc que vous avez une cuillère, la dose pour une goutte, et que ça sera la dose à utiliser pour un canal. Et du coup, après, vous adaptez en fonction du cas que vous avez à traiter. Si c'est une prémolaire, vous mettez 2 cuillères. Si c'est une molaire, vous mettez 3 ou 4 cuillères. Et comme ça, vous avez le dosage adéquat. Avec quand même une petite précaution, je vous recommande de ne pas utiliser, même pour une incisive, une cuillère, une goutte, parce qu'en fait, on a assez peu de marge dans le dosage et du coup, s'il manque un petit peu de poudre ou que votre goutte elle est un petit peu petite, vous allez avoir un matériau qui a une consistance variable. Donc, je vous conseille même pour une incisive d'utiliser 2 cuillères, 2 gouttes. Là, vous voyez sur la droite, c'est une cuillère qui a été désignée par le professeur Stéphane Simon. Il s'est amusé avec un logiciel 3D et on l'a imprimée. Et c'est cette cuillère-là qu'on utilise. Donc, on a des doses pour 2 et 3 gouttes. Et c'est cette cuillère-là qu'on utilise au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le matériau? Évidemment, le silicate tricalcique qui est le composant principal du ciment. L'autre chose sur laquelle je voulais insister, c'est la povidone, c'est cette molécule-là qu'ils ont ajoutée par rapport notamment à la biodentine, puisque vous avez finalement les mêmes composés bioactifs dans la biodentine et dans le bioroute. Ils ont ajouté de la povidone pour qu'on puisse utiliser le bioroute avec n'importe quel cône de gutta-perca. Et puis dans le liquide, il y a principalement de l'eau et des agents de texture et de prise. Vous avez un temps de travail qui est d'environ 10 minutes, qui peut être un petit peu diminué s'il fait chaud et sec dans le cabinet. Moi aussi, je travaille à la Pitié-Salpêtrière et quand on arrive au mois de mai-juin, on a un service où il fait extrêmement chaud, on voit que le matériau prend plus vite. Et vous avez un temps de prise primaire, donc le matériau est pris au toucher au bout de 4 heures et la prise complète sera faite en plus de 24 heures. Sur la technique, la procédure clinique, on a une technique relativement simplifiée, puisque là on sera sur une obturation dite monocone, mais qui n'est pas du tout la même finalement que l'obturation, puis même si techniquement c'est la même chose, le fait que l'abdocéramique soit le matériau d'obturation nous permet d'envisager cette technique simplifiée avec sérénité et de bien pouvoir remplir tout le système endodontique. Et la gutta-perca, elle est là pour 2 choses. Pour mettre en place la biocéramique, puisque avec la forme conique du cône, vous allez développer des forces latérales qui vont pousser le matériau, un petit peu comme ce qu'on a sur les techniques de gutta sur tuteur avec le thermafil, et la facilité de désobturation, qui effectivement, même si désobturer une biocéramique, c'est pas impossible, ça sera forcément plus simple s'il y a de la gutta au milieu. On va voir en détail la procédure clinique. Je vous ai fait des petites vidéos. J'espère que ça sera assez parlant pour l'utilisation du matériau au quotidien. Donc là, on part du moment où vous avez fini votre rinçage final et vous êtes à l'étape où il faut sécher les canaux. Alors, il faut sécher sans dessécher. C'est un petit peu comme en restauratrice. J'ai pas de solution miracle à vous donner. On est en train d'investiguer ça avec une thèse d'exercice. Moi, pour l'instant, le premier cône de gutta qui ressort sec du canal, je considère que mon séchage est terminé. Ensuite, prélevez une cuillère de poudre que vous arasez avec la spatule à ciment. Évidemment, si vous avez opté pour la technique où vous réduisez le nombre de cuillères et de gouttes, vous faites pareil avec votre petite cuillère à crevettes. Je vous conseille de mettre le matériau sur une plaque de verre parce que si vous utilisez des blocs à spatuler, notamment des blocs à spatuler en papier, vous allez avoir une petite absorption du liquide et du coup, vous risquez de fausser le rapport poudre-liquide avec un bloc en papier. Et ensuite, on dépose 5 gouttes pour la cuillère de dosage du matériau ou alors le nombre de gouttes que vous avez prévu avec votre cuillère à crevettes. Et ensuite, il faut spatuler pendant 1 minute. Alors ça peut paraître long, mais il faut vraiment respecter ce temps de spatulation puisque le matériau prend ses propriétés finales à la trituration. Il faut bien incorporer tous les grains et mélanger pendant 7 minutes pour avoir le matériau avec la consistance que voilà, crème de jour. Alors, ça aidera peut-être pas tous les garçons dans la salle, mais voilà la consistance que vous devez obtenir à la fin du mélange. Et ensuite, je vous présente 3 techniques que j'utilise aussi au quotidien pour mettre en place la biocéramique dans le système endodontique. La première, c'est celle qui est recommandée par le fabricant. Donc, vous voyez un matériel finalement assez simple à utiliser. En fait, il s'agit de venir prélever le biomatériau avec le cône de gutta. Alors, il faut en mettre un petit peu plus que du ciment conventionnel, puisque je vous rappelle qu'on n'est plus sur l'idée d'avoir le film de ciment le plus mince possible, mais qu'on veut vraiment remplir le canal. Donc, on apporte une quantité raisonnable de matériaux, qu'ensuite on vient
introduire dans le canal. Donc d'abord, on beurre un petit peu les parois avec des petits mouvements latéraux. Ensuite, petits mouvements de pompage verticaux pour bien répartir le matériau. Et à la fin, une fois que vous êtes arrivé à la longueur finale, eh bien, vous avez ce petit mouvement, vous voyez, de latéralité comme ça, parce que le matériau est un petit peu thixotrope. Et en fait, il faut vraiment qu'il épouse bien les parois et le répartir partout dans toutes les anfractuosités du système endodontique. On fait ça une deuxième fois, donc on reprend une dose de matériaux. Alors là, moi, je fais moins de mouvements de pompage verticaux pour éviter le risque de surobturation à la deuxième induction. Et puis toujours ce petit mouvement de latéralité pour enduire les parois. Ensuite, bah, effectivement, il faut faire les autres. Vous voyez qu'avec cette technique-là, on a un petit souci, c'est que une fois qu'on arrive à la mise en place du 4e cône dans une molaire mandibulaire, on a des problèmes de visibilité. Et moi, je le vois au quotidien avec mes étudiants à la Pitié-Salpêtrière. C'est souvent qu'ils prennent le plancher pulpaire et que le cône se plie et que du coup, après, ils sont un petit peu stressés. Donc, il faut surtout prendre son temps. Vous n'oubliez pas qu'il y a quand même largement 5 minutes où vous êtes tranquille pour obturer le canal. La deuxième technique, qui je pense est celle que j'utilise le plus au quotidien, c'est la mise en place à l'aide d'un lentulo, alors qui est monté sur contre-angle endo, à 800 tours minute, donc faible vitesse. Le but, c'est pas d'injecter en force la biocéramique, c'est vraiment de venir répartir le matériau dans le système endodontique à obturer. Donc pareil, on vient prélever avec le lentulo un petit peu de matériau. On va insérer le lentulo à LT-2, 3, ou alors jusqu'à la longueur où le lentulo se bloque, moins 1 mm, pour éviter de le casser. Et ensuite, il faudra juste remonter en frottant les parois, comme vous voyez là, un petit peu comme si vous étiez en train de servir une glace à l'italienne. Voilà. Et pas de mouvements verticaux de pompage, juste on remonte le long des parois. On continue avec les autres canaux. Vous voyez que là, la visibilité est quand même nettement augmentée, parce qu'on a beaucoup moins de matériaux en excès dans la cavité d'accès. Et ensuite, avec un cône enduit de matériaux, comme précédemment, on refait un petit peu les mêmes mouvements, que cette fois-ci, on va faire une seule fois. Petits mouvements verticaux, et ensuite mise en place du cône. La dernière technique que je vous propose, c'est une technique qui se rapproche un petit peu de celle qui est proposée avec le Total Fill par FKG. C'est la technique d'injection. Donc là, j'utilise moi des seringues. Il ne faut pas prendre trop gros en volume, 1 ou 2 millilitres, parce que si vous prenez des seringues de 5 millilitres, vous n'y arriverez pas. On charge l'arrière de la seringue avec le biomatériau qui a été préparé à la consistance normale. Pour les embouts, moi j'utilise des petits embouts en plastique qui sont normalement faits pour la mise en place d'hydroxyde de calcium quand ils sont sous forme de seringue. Et vous voyez que cette technique permet une éjection contrôlée du matériau assez lente et assez précise. Donc là, pareil, longueur de travail, moins 3-4 mm. On bloque pas l'aiguille et on va remonter tout doucement jusqu'à arriver au niveau de l'entrée canalaire. Voilà, donc ça prend. Il faut y aller doucement et vous voyez qu'on apporte juste la dose de matériaux qu'il faut au niveau du canal. Ensuite, on fait les autres. Vous voyez encore une fois que là, la visibilité est bien augmentée parce qu'on a vraiment juste. On peut même repérer les entrées canalaires avec les petits points de biocéramique, ce qui va faciliter la mise en place des cônes. Et puis ensuite, comme précédemment, avec un cône sur lequel on a enduit du matériau, on vient faire la même technique que décrite auparavant. Le point commun de ces trois techniques, c'est qu'une fois qu'on a terminé, il faut compacter. Donc là, c'est la même chose pour les trois, avec une sonde chauffante type Touch and Heat System B ou même les heat carriers chauffés à la lampe à alcool si vous voulez. Vous coupez le cône au ras de l'entrée canalaire et avec votre fouloir de compaction le plus gros, en tout cas le plus gros qui est accepté par le canal, vous compactez juste à l'entrée canalaire et puis c'est terminé. Ensuite, vous pouvez faire les autres canaux. L'avantage des ciments biocéramiques, puisqu'ils ont une prise qui se fait avec une réaction d'hydratation, c'est qu'immédiatement, on peut rincer la cavité d'accès avec de l'eau, puisque ça ne perturbera absolument pas la prise. Et donc, ça permet immédiatement d'éliminer tous les résidus de ciment qui sont à l'intérieur de la cavité d'accès et de faire un petit peu le ménage et de faire ça propre et de pouvoir éventuellement même envisager la reconstitution collé, par exemple, si ça s'indique directement après l'obturation.
Et voilà ce que ça donne en fin de nettoyage de la cavité d'accès. Vous avez les canaux mésiaux obturés et les canaux distaux. Alors, je vous spoil, il n'y aura pas de radio parce que c'est une dent extraite que j'ai montée sur un modèle pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Mais là, maintenant, je vais vous montrer des cas cliniques qui ont été réalisés avec le Bioroute. Là, le premier cas, qui est un cas de retraitement de cette dent numéro 15 et 16. Vous voyez qu'on a des traitements endodontiques qui sont insuffisants selon les critères de qualité. On a des radioclartés au niveau des racines, au niveau des racines médiovestibulaires et distovestibulaires de la dent numéro 6. Et on va voir sur la radio post-opératoire qu'il y a également, parce que là, il est coupé une radioclarté sur la dent numéro 5. L'optimisation de la procédure a permis de réaliser la dépose des éléments coronaires radiculaires et de retraitement de ces deux dents dans la même séance. Et à l'hôpital, c'est pas gagné, hein, pour ceux qui ont déjà eu l'expérience, tout en ne faisant aucun compromis sur la triade endodontique, préparation, désinfection et obturation. Et là, vous avez le contrôle à 1 an avec les nouvelles prothèses et qui montre la guérison complète de toutes les radioclartés périradiculaires. Le cas numéro 2, pour ceux qui sont un peu sceptiques et qui pensent qu'on ne peut pas capturer l'anatomie endodontique avec une technique d'obturation au biocéramique, si on a vraiment respecté la mise en forme et la désinfection et le rinçage final dans les règles de l'art, eh bien, il est tout à fait possible de capturer l'anatomie endodontique secondaire avec une technique des biocéramiques, et c'est pas une exception, hein, ça n'arrive pas une fois dans l'année, on verra un autre cas notamment juste après, voilà, et donc c'est tout à fait possible de satisfaire aux objectifs de l'obturation. Le cas numéro 3, justement, on voit des lésions radioclaires importantes au niveau de ces piliers de bridge, donc la 4, la 7 également, avec une lésion interradiculaire assez importante. Et puis vous remarquez que sur la 5, ici, on a une lésion latéro-radiculaire qui correspond probablement à une porte de sortie latérale à ce niveau-là. Voilà la radiographie post-opératoire le jour de l'intervention. Vous voyez qu'il a été possible, malgré la position extrêmement coronaire du canal latéral, de le sceller avec la biocéramique. Et puis vous voyez là le contrôle à 1 an avec également une guérison complète de toutes les lésions radioclaires. Le cas numéro 4 qui m'a été prêté par celui qui m'a formé en endodontie, le professeur Stéphane Simon. Vous voyez le cas de ce traitement initial sur une molaire maxillaire avec une radioclarté assez nette sur la racine mésiale. Ici, l'obturation, la radio post-opératoire. Vous voyez qu'il y a une petite extrusion de matériaux dans l'espace périapical. Alors la question c'est, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est un problème? Il y a des auteurs qui se sont intéressés à la question. Là, très très rapidement, ils ont fait des obturations à la fois avec du pulp canaculaire et avec du Bioroute RCS. Ils ont ensuite mis en contact avec des cellules de ligament parodontal. Et vous voyez que les photos sont assez parlantes. En haut, vous avez le Bioroute RCS. Vous voyez que la population de fibroblastes n'est absolument pas perturbée par le matériau et qu'on a même un contact intime entre les cellules et le matériau. Et en bas, au niveau du ciment oxyde de zinc génol, eh bien, on a une population beaucoup plus perturbée. Et c'est pas étonnant, puisque c'est avéré dans la littérature que les ciments oxyde de zinc génol sont cytotoxiques au moment de la prise. Et donc, on a une extrême biocompatibilité des matériaux biocéramiques. Et donc là, le contrôle de guérison qui montre la disparition partielle, puisque les contrôles sont encore en cours, de la lésion radioclaire, mais tant que la guérison est en bonne voie, eh bien, on peut considérer que le traitement est efficace. Un autre cas qui m'a été prêté par le professeur Simon, qui est aussi très intéressant. Vous voyez cette molaire mandibulaire avec une lésion radioclaire dans la furcation qui est assez importante et qui, en fait, quand on le voit sur la vue clinique, qui était due à une perforation de la paroi médiale du canal distovestibulaire, ce qu'on appelle un stripping. Hein. Lors de la mise en forme précédente, il y a eu une usure extrême de cette paroi qui a mené à cette perforation. Alors, c'est des perforations qui étaient assez dures à traiter avant, puisque c'est des parois qui sont extrêmement fines au niveau des bords de la perforation. Et il fallait, en fait, avant,
obturer la partie apicale du canal avec une technique de gutta chaude sans contaminer la perforation avec le ciment et avec la gutta, remonter jusqu'au niveau de la perforation et ensuite mettre une biocéramique type MTA ou biodentine jusqu'en haut. Donc c'était assez fastidieux et impossible quasiment à faire sans aide optique. Là, vous avez une vue après la mise en forme où on voit un petit peu mieux la perforation. Et bien maintenant, avec les ciments biocéramiques, il est tout à fait possible de réaliser l'obturation canalaire ainsi que l'obturation de la perforation dans le même temps, avec un geste extrêmement simple, puisque on met en place de la biocéramique, on fait notre obturation canalaire comme je viens de vous le décrire, et en fait, et bien, du coup, on obture directement la perforation, comme vous le voyez sur ces radios post-opératoires, avec le matériau biocéramique qui joue en même temps le rôle d'obturation canalaire et qui vient obturer cette perforation sans procédure compliquée. Vous voyez là le contrôle à 7 mois où on a une guérison quasi complète de la lésion interradiculaire. Le dernier cas clinique, celui-là je l'aime bien parce que c'est le tout premier cas que j'ai traité avec du Bioroot. C'est 2 dents sous un bridge collé en IMAX qui ont déclenché des pulpites à quelques semaines d'intervalle. Le patient n'a pas eu trop de chance. Et vous avez la radio post-opératoire ici. La dent numéro 7 a été obturée avec une technique monocone et des biocéramiques. Et la dent numéro 5 n'a pas été obturée avec cette technique. Ça, c'est une technique de condensation verticale à chaud. Et ce qui nous amène sur un petit peu les précautions d'emploi des biocéramiques. À ce niveau-là, j'avais l'habitude avant de parler de contre-indications. Mais finalement, je ne pense pas qu'il y ait de réelles contre-indications à l'obturation avec des biocéramiques. Il y a des précautions à prendre. Il y a des cas effectivement dans lesquels il faudra maîtriser un petit peu plus la technique pour être sûr d'avoir des résultats reproductibles. Là, par exemple, j'avais obturé à la gutta chaude parce que je maîtrisais peu la technique, vu que c'était la première fois en clinique que je l'utilisais. Honnêtement, je pense pas aujourd'hui que j'aurai la même approche. Je pense que j'aurais aussi obturé cette prémolaire avec des biocéramiques. Cette prémolaire, je l'avais obturée avec de la gutta chaude parce que les précautions à prendre sont notamment en cas d'anatomie atypique. Quand vous avez, par exemple, des canaux en C avec des zones du système endodontique qui ne peuvent pas être concernés par l'instrumentation. Vous voyez ces systèmes canalaires qui sont extrêmement tortueux avec beaucoup de communication entre les différents canaux. Eh bien, il faudra s'assurer d'obturer complètement cette zone-là. Et c'est le cas aussi des isthmes. Là, comme vous voyez par exemple sur cette racine mésiale de molaire mandibulaire. Et c'est ce qu'il y avait dans cette prémolaire. Finalement, il y avait 2 canaux qui se rejoignaient avec un isthme au milieu. C'est pas une contre-indication à l'utilisation des biocéramiques, c'est juste qu'il faut savoir ce qu'on fait, faire attention, et peut-être qu'au début de l'utilisation de la technique, on s'orientera vers des techniques qu'on maîtrise plus, et puis avec la progression, avec l'utilisation petit à petit de ce matériau, on arrive tout à fait à obturer ce type d'anatomie. La deuxième contre-indication, alors c'est pas non plus une contre-indication, c'est la réalisation d'un logement de tenon dans la séance. Ce qu'il faut de toute façon absolument pas faire, c'est obturer au biocéramique et ensuite faire le logement de tenon. Ça, c'est sûr que c'est pas possible parce que le ciment a une prise assez lente, comme vous le savez depuis tout à l'heure, et que quand vous allez mettre votre forêt de Largo ou votre forêt de Gates à l'intérieur de votre obturation que vous venez de faire, vous risquez d'arracher complètement l'interface qui est en train de se faire. Et du coup, si vous souhaitez réaliser un logement de tenon dans la séance, là encore, c'est pas impossible. Par contre, il faudra l'anticiper avant l'obturation pour ne pas faire ce logement une fois que le canal est obturé. Mais si vous gérez la longueur du tenon souhaité, le logement de tenon avant la phase d'obturation, eh bien c'est pas impossible. Mais là encore, ça demande un petit peu de maîtrise et peut-être que c'est pas des choses qu'on mettra en place dès les premières utilisations des biocéramiques, mais un petit peu plus tard quand on maîtrisera la technique. Au niveau de la validation clinique de la technique, c'est vrai que c'est des matériaux qui sont apparus récemment, donc on n'a pas encore un grand recul clinique. Je sais que c'est des points qui reviennent souvent dans la discussion. À la Pitié-Salpêtrière, il y avait une étude pilote qui avait été menée sur un faible nombre de patients, effectivement, qui comparait qui était une étude de non-infériorité entre la condensation verticale à chaud au pulp canal sealer et la technique monocone avec du Bioroot. Et à 1 et 2 ans, on n'avait pas de différence significative entre les taux de succès des différents traitements. Effectivement, les valeurs numériques peuvent paraître assez éloignées, mais au niveau statistique, on n'avait pas de différence significative, probablement parce qu'on avait un faible nombre de patients. Mais en tout cas, on a pu conclure que le Bioroot faisait au moins aussi bien que la gutta chaude. Juste pour vous signaler que dans la littérature, il y a une seule étude clinique
sur les biocéramiques. Ça, c'est avec du total fill. Et là, c'est pas une étude comparative, c'est une cohorte rétrospective de patients où ils ont obturé, je crois, à peu près 300 dents dans une pratique libérale. Et ils ont des contrôles en moyenne 30 mois, minimum 1 an de contrôle. Et ils ont un taux de succès de plus de 90%, je crois que c'est 90,9% de succès. Et du coup, ils concluent que la technique d'obturation biocéramique est valable pour l'obturation canalaire. La dernière question qui revient assez souvent quand on parle de ciment biocéramique, c'est est-ce qu'on peut retraiter un canal qui est obturé au biocéramique ? C'est une grande inquiétude qui revient régulièrement. La littérature s'y est un petit peu intéressée. Alors, c'est possible. Le problème, c'est que dans la littérature, on a en fait que des canaux qui sont droits. Et en fait, ça ne reflète pas franchement la réalité clinique, puisque c'est des cas assez faciles. Finalement, il y a qu'à mettre un instrument travaillant tout droit et on arrivera à désobturer l'obturation. Avec une étudiante de 6e année, le professeur Simon a encadré une thèse justement là-dessus, où ils ont étudié des modèles de molaires maxillaires sur la faisabilité des obturations entre des dents qui étaient obturées au monocône pulp canal sealer et monocône biocéramique. Eh bien, ils n'ont pas retrouvé d'influence du matériau. Ils arrivaient à désobturer aussi bien les dents obturées à l'oxyde de zinc eugénol que les dents obturées avec la biocéramique. Il y avait un temps significativement plus long pour désobturer un canal obturé avec une biocéramique. Ça veut dire que dans les endroits qui étaient larges, donc le canal palatin et la cavité d'accès sont plus longs à nettoyer parce qu'il y a plus de matériaux. Mais on arrivait très bien à les obturer quand même, ça prenait juste plus de temps. Et puis, pas au niveau de la faisabilité de la désobturation, mais du temps. Il y a une influence de l'expérience. Effectivement, l'étudiante qui sortait de 6e année désobturait les canaux moins vite que Stéphane Simon, qui avait son expérience de 25 ans de clinique derrière. Mais ils arrivaient à désobturer aussi bien. Il n'y avait pas de différence dans la faisabilité des obturations. Donc finalement, une courbe d'apprentissage qui est assez courte. Voilà, je vais conclure ma présentation à vous rappeler encore une fois qu'on est sur un changement de matériaux, certes, mais je pense que le plus important à retenir de cette présentation, c'est qu'on est sur un changement de concept. On ne compare pas les biocéramiques avec les ciments conventionnels, on est sur totalement une autre idéologie. On a une technique qui est simplifiée, qui du coup assure une grande reproductibilité, parce que c'est vrai que les techniques de gutta chaude donnent des très bons résultats, mais pour maîtriser les techniques de gutta chaude à la perfection, ça prend énormément de temps et il faut une certaine expérience et un certain savoir-faire. Là, on arrive à avoir des résultats qui sont reproductibles facilement. Et puis, les biocéramiques représentent une approche cohérente de l'obturation, puisque dans les concepts actuels de préservation tissulaire, on est moins obligé de préparer pour pouvoir faire nos techniques. Donc, il y a tout un tas d'instruments de mise en forme qui sortent et qui ont pour but de minimiser la préparation dentinaire pour préserver cette dentine qui est importante pour la pérennité de la dent sur arcade. Eh bien, les biocéramiques s'inscrivent totalement dans ce concept et directement, on va dire, suivent directement cette préservation mécanique puisqu'elles permettent d'obturer des canaux qui sont préparés avec des préparations moins invasives. Et puis, on a des propriétés biologiques et physico-chimiques innovantes que n'ont pas les ciments classiques. Et je pense là à la prise en milieu humide qui est quand même assez intéressant puisqu'on a beaucoup de mal, même avec nos petits cônes de papier, à sécher et à contrôler complètement la cécité canalaire. Je pense à l'effet antibactérien qui dure dans le temps et également à cette étanchéité intrinsèque avec une adhésion propre du matériau qui supprime du coup cette faiblesse des ciments traditionnels. Je vous laisse sur cette dernière phrase. Je vous rappelle que le succès du traitement endodontique n'est absolument pas du fait de la seule utilisation du biomatériau. Si vous utilisez des biocéramiques mais que vous ne respectez pas les objectifs de la triade endodontique, désinfection, préparation et obturation, eh bien, ça ne marchera pas mieux. Et c'est le respect de ces objectifs qui vous garantit le meilleur pronostic de vos traitements. Voilà, je vous laisse sur cette petite réflexion et je vous remercie de votre attention. Félicitations Valentin, c'était vraiment très sympa et surtout c'était un grand bol d'air frais pour nous, c'est très, très rajeunissant parce que le lentulo on l'avait mis à la poubelle et nous on sait encore s'en servir. Voilà, on sait encore s'en servir, c'est pour les jeunes qu'il va falloir apprendre. Donc c'était juste un petit commentaire que je voulais faire et je laisse la parole pour les questions donc, au responsable de la séance, donc à Benjamin.
Bravo Valentin, merci beaucoup. Effectivement, ces petits trucs et astuces, notamment avec la cuillère CFAO, 3D CFAO, c'est pas mal. Ouais. Et profitez d'acheter effectivement dans les boutiques hors dentaire cette petite cuillère avant qu'elle soit en vente chez nos fournisseurs au prix de 10 € la cuillère. C'est ça. On a eu beaucoup de questions, donc je vais faire un petit résumé de certaines parce qu'elles se rejoignent. Ça arrive encore là. Il y a des questions notamment sur la projection du biomatériau au niveau du périapex. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va rechercher, ce fameux puff? Est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce qu'on doit le rechercher ou est-ce qu'on ne doit pas le rechercher? Est-ce que ça pose un problème ou pas? Alors, Puff ou pas puff? Puff ou pas puff, ça c'est une question qui est bien plus ancienne que celle des biocéramiques. C'est pas quelque chose qu'on va forcément rechercher. Si on l'a, en fait c'était comme avant, c'est-à-dire qu'en fait ça prouve qu'on avait la perméabilité. Après, si ça arrive, c'est absolument pas un souci. Vous avez vu la biocompatibilité qui est totale de ces matériaux. Et en plus de ça, si on revient un petit peu sur les radios sur lesquelles peut-être je suis passé un peu vite, mais le matériau dans l'os se résorbe. Donc absolument pas un problème. Après, c'est pas quelque chose qu'il faudra forcément rechercher. C'est pour ça que je passe pas 10 minutes à pomper avec mon lentulo avec des mouvements verticaux. Mais si ça arrive, ils en parlent un petit peu dans l'étude clinique de Chibosky, j'ai un peu du mal à prononcer son nom. Ça arrive, mais par contre, ça ne compromet absolument pas le pronostic du traitement. Autre question concernant les matériaux qu'on va pouvoir utiliser pour faire des tenons. Est-ce qu'il y a des contre-indications, notamment par exemple au tenon fibré? Est-ce que, on a bien compris que c'est pas forcément dans la séance, mais est-ce qu'il y a une contre-indication par rapport aux matériaux et au tenon fibré? Alors, il y a a priori pas de contre-indication. Il y a une étude, ce que j'ai recherché un petit peu, je m'attendais à cette question, j'ai recherché dans la littérature, il y a une étude qui a évalué ça, qui a évalué la pose de tenon fibré. Il conclut de toute façon à part avec de l'AH+, qui contient de la résine et qui du coup, en fait, c'est ça qui fait que le tenon va un petit peu mieux adhérer à l'AH+. Tous les autres ciments ont les mêmes propriétés finalement d'adhérence avec le tenon fibré. Et dans cette étude-là, ils avaient fait 2 protocoles, tenon fibré dans la séance et tenon fibré à 7 jours. Le problème, c'est que dans la séance, on sait qu'il ne faut pas le faire, avec les biocéramiques en tout cas. Donc du coup, en fait, ils ont fait quelque chose qui est contre-indiqué, puisqu'ils ont préparé après l'obturation. Et après, à 7 jours, en fait, on a un nivellement des valeurs d'adhérence avec les valeurs de l'H+, qui descendent un petit peu, et celles des biocéramiques et des autres ciments qui remontent et qui finalement vont se stabiliser, je crois, autour de 13-15 mégapascales, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, il n'y a absolument pas de contre-indication. Comme pour la biodentine, y a-t-il une migration et fixation des fibroblastes à la surface du biomatériau? Si oui, cela indique-t-il le Bioroot ou le Totafil pour des spécifications et revitalisation? Pour les J'ai pas entendu la fin de la question, pardon. Tu as répondu à la question apparemment pendant la conférence. Alors oui, il y a une migration des cellules au contact. Après, le matériau, en fait, c'est ça aussi qui fait que la désobturation est possible. Biocéramique, ça ne veut pas dire que le matériau il est dur comme du béton. Hein. Le Bioroot et le Totalfil ont une dureté qui est inférieure à celle de la dentine. Donc c'est pour ça qu'on peut les désobturer, mais c'est aussi pour ça que c'est pas indiqué de les utiliser pour des restaurations coronaires ou même pour des thérapeutiques de revascularisation, de revitalisation par exemple, ou d'apexification où on aura besoin d'avoir quelque chose d'assez dur en fait. Donc là pour ça je préfère utiliser la biodentine qui en fait est le même matériau en plus dur finalement. Et tu l'utilises aussi pour les obturations à rétro? Le Bioroot, alors non, pour la pure et simple raison que c'est plus compliqué à utiliser. Il y a aussi un moment, je pense, comme le dit celui qui m'a tout appris en chirurgie, Jean-Yves Cochet, où il faut simplifier un petit peu la vie quand on fait de la chirurgie endodontique, évidemment sans faire de compromis. Mais il y a quand même des matériaux, notamment la version Facet Putty du Totalfil, qui est beaucoup plus ergonomique à manipuler, qui en fait a une consistance un petit peu cavite et qui permet de faire un petit peu ce qu'on avait avec l'IRM, à savoir des petits cônes qu'on peut placer facilement. Là, en ce moment, on n'en a plus à la pitié parce que c'est les coupes budgétaires de fin d'année. Donc, on reste sur l'IRM qui, de toute façon, a montré des taux de succès en chirurgie qui sont équivalents à celui des biocéramiques qu'on utilise depuis un petit moment, parce qu'il y a des gens qui utilisent le MTA, notamment en chirurgie endodontique. Donc, non, je ne l'utilise pas. Après, je sais que
le professeur Simon, il avait essayé un cas de faire une obturation avec un cône de gutta et du bioroute à rétro, finalement, pour essayer de faire comme une endo par voie rétrograde. Bon, on a essayé, je ne sais pas ce que ça a donné, mais en tout cas, finalement, les concepts, en fait, il faut comprendre que la chirurgie endodontique, c'est une endo dans l'autre sens. On n'est pas focalisé sur la lésion, donc en fait, il faut atteindre ces objectifs-là. Le matériau seul injecté dans le canal à rétro, c'est compliqué à mettre en place. On a un effet de lavage, de wash-out, puisque quand on va refaire le caillot au moment d'obturer, vu que le matériau n'est pas du tout pris, et ben, le sang qui revient va laver le matériau. Donc à mon avis, c'est pas indiqué. Il y avait une technique mixte avec injection de matériaux en phase liquide et après poutis par-dessus qui avait été décrit par un Américain qui s'appelle Nassé. Je crois que ça marche assez bien, mais c'est des cas, c'est des rapports de cas, quoi. Et juste dernière petite question. Après, Ouais. on va laisser la parole à Jean-François. Concernant la technique que tu vas utiliser pour mettre le bioroute, Ouais. tu as parlé du lentulo, tu as parlé de la seringue ou alors du cône. Est-ce qu'il y a une technique que tu emploies en fonction de la constriction du canal, de l'épaisseur du canal, ou toi, tu systématises toujours la technique avec Alors, la seringue? je fais principalement la mise en place au lentulo. C'est ce que j'utilise, je pense, dans 90% des cas. L'induction, c'est une bonne technique. C'est celle que, en tout cas, j'apprends à mes étudiants pour les premières fois qu'ils font, parce que je ne veux pas leur mettre tout de suite... ils arrivent d'éducation à la gutta chaude, je vais pas leur mettre tout de suite un lentulo dans les mains, et puis voilà. Donc, je leur apprends d'abord la technique qui est recommandée. C'est bien. Après, une fois qu'ils ont fait un petit peu d'endo, je les aiguille vers ces techniques-là. Parfois, ça m'arrive d'utiliser la technique d'injection en seringue. Quand j'ai une accessibilité sur des sets maxillaires, par exemple, quand j'ai une accessibilité un petit peu compliquée ou des canaux avec des doubles courbures, où là c'est un petit peu risqué d'utiliser le lentulo et que si on essaye de l'utiliser, finalement ça va pas très loin. Et du coup là, je vais préférer la technique d'injection en seringue. Mais pour la seringue, je tiens à préciser qu'il faut par contre faire la quantité d'une cuillère pour 5 gouttes, parce que sinon vous n'avez pas assez de matériau dans la seringue pour l'éjecter. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Bravo encore. Merci à tous.